l'Arabie Saoudite creuse une fosse d'environ 400 mètres de large pour un projet baptisé The Cube. Cette boîte gigantesque est destinée à accueillir une ville intérieure entière, en plein cœur d'une autre ville. Elle doit pouvoir loger plus d'habitants que certaines petites communes et les immerger dans des mondes numériques constamment renouvelés. Que se cache-t-il derrière ce design futuriste? Explorons-le. Certes, un bloc de science-fiction façon Minecraft, planté au milieu d'une ville historique, constituerait déjà une curiosité. Mais pour les architectes, ce n'est qu'une quête secondaire. Leur véritable ambition est de bâtir une métropole complète à l'intérieur d'une seule structure. Ce cube, appelé Mukaab, formera le cœur d'un tout nouveau quartier du centre-ville de Riyad. Par sa seule ampleur, il s'inscrit parmi les projets de construction les plus ambitieux sur Terre. Il s'agira d'un cube parfait de plus de 400 mètres de hauteur et de largeur équivalente. Pour se représenter l'échelle, on pourrait y loger environ 20 Empire State Buildings. Tout est empilé comme les étages d'un gratte-ciel colossal. Et au lieu de traverser les rues, vous emprunteriez des ascenseurs ultra rapides pour passer d'un niveau à l'autre. Au centre de ce cube, il est prévu de construire un hall colossal. Les illustrations conceptuelles montrent le toit comme un écran courbé gigantesque, capable de projeter presque n'importe quoi. Un océan bleu au-dessus de vous ou le ciel d'une autre planète. Si le dispositif fonctionne, entrer ne ressemblera pas à pénétrer dans un bâtiment ordinaire, mais à franchir le seuil d'une autre dimension. Au centre de cet espace monumental, une tour en spirale est prévue, censée excéder la hauteur de la tour Eiffel et accueillir hôtels, restaurants et cinéma. Si vous réussissez à réserver une chambre, ne vous attendez pas à contempler des rues classiques. Votre fenêtre donnera directement sur le hall, révélant la scène numérique spectaculaire projetée à ce moment. Autour de ce noyau, le cube se déploie en couches qui fonctionnent comme des quartiers distincts. On y trouve un mélange de logements, de lieux de travail et d'espaces pour visiteurs, comprenant musées, parcs intérieurs et vastes districts commerciaux. Il devrait également posséder son propre système de transport interne, permettant de circuler sans jamais mettre le pied dehors. Théoriquement, cet unique bâtiment pourrait accueillir simultanément près de 400 000 personnes. L'Arabie Saoudite n'investit pas de telles sommes juste pour obtenir de belles images de drones. Le pays souhaite réduire sa dépendance au pétrole et attirer davantage de visiteurs, d'entreprises technologiques et de grands événements internationaux. New Murabba, le quartier entourant le cube, doit transformer Riyad en une destination touristique hors du commun. Sur le papier, le cube fonctionne comme un complexe de la taille d'une ville, mêlant station touristique et quartier d'affaires. Ses habitants dormiraient dans la tour, travailleraient dans les niveaux périphériques et profiteraient des parcs, centres commerciaux et mondes numériques thématiques sans jamais sortir. Pour les visiteurs, il s'agit d'une expérience totale de ville futuriste enfermée dans un seul bâtiment. Le calendrier n'est pas fortuit. Riyad accueillera l'exposition universelle en 2030 et la Coupe du Monde en 2034. Des millions de personnes y afflueront, caméra à la main. Si le cube est achevé d'ici là, il apparaîtra instantanément dans chaque vidéo d'influenceurs et dans tous les top 10 des merveilles improbables sur Terre. C'est le type de publicité qu'aucune somme ne saurait acquérir par la suite. Ce monde de rêve a évidemment un prix. Le projet plus vaste de New Murabba, dont le cube constitue la pièce maîtresse, représente un coût estimé à environ 50 milliards de dollars. C'est l'équivalent de l'économie annuelle d'un petit pays, concentré dans un seul district. Les premières images satellites montraient une parcelle de désert vide à la lisière de la ville. Celles de 2024 révèlent un énorme cratère carré à l'emplacement précis prévu pour le cube. Les équipes ont déjà extrait près de 10 millions de mètres cubes de terre, suffisant pour remplir des milliers de piscines olympiques. En zoomant, on aperçoit des rangées d'excavateurs labourant le sol comme une véritable armée métallique. Cela signifie que la phase « est-ce bien réel ?» est largement dépassée. La construction est bel et bien engagée, mais la véritable question est bien plus complexe. Est-il réellement possible de transformer ce projet en une ville verticale fonctionnelle, dans l'une des capitales les plus chaudes au monde, dans les délais prévus, sans engendrer le pire fiasco financier de tous les temps? Le premier défi est celui du désert.
Riyad se situe au cœur d'un climat désertique aux températures extrêmes, où les après-midi d'été dépassent parfois les 45 degrés et s'y maintiennent. Une boîte géante hermétique pourrait sembler parfaite pour piéger la chaleur, idéale pour cuire des légumes, mais peu propice à une ville confortable. Les architectes en ont tenu compte et ont conçu le cube pour aider à réguler la température. Plutôt qu'une simple boîte plate, le cube est recouvert de panneaux triangulaires superposés inspirés des motifs traditionnels Najdi. Ces triangles fragmentent le soleil brûlant et créent davantage de surfaces ombragées, tout en laissant passer de petits flux d'air. L'idée est simple, limiter l'ensoleillement pour maintenir l'intérieur plus frais. Mais même avec cette enveloppe ingénieuse, climatiser un tel édifice reste un défi colossal. Il s'agit essentiellement de conditionner l'air d'une petite ville empilée verticalement. Chaque degré supplémentaire à l'extérieur, chaque tempête de sable, chaque longue journée d'été accroît la charge du système et fait grimper la facture énergétique. Ensuite, se pose le problème du ciel artificiel. Dans les illustrations conceptuelles, le hall central semble tout droit sorti d'un jeu de science-fiction. Le plafond et certaines portions des murs deviennent un écran courbé gigantesque, de sorte que vous ne pénétrez pas simplement dans un hall décoré, mais dans une scène océanique, une cité fantastique ou un paysage martien vous enveloppant de toutes parts. Ce type de dispositif existe déjà à plus petite échelle. La sphère de Las Vegas, par exemple, recouvre son intérieur d'immenses écrans LED et plonge les visiteurs dans des mondes numériques animés. Le cube ambitionne d'aller encore plus loin, avec un dôme nécessitant un affichage beaucoup plus vaste, capable de délivrer des images de haute qualité sans risque de surchauffe. Tout cela doit tenir dans un bâtiment particulièrement singulier. Un gratte-ciel classique n'est qu'une tour verticale, et les ingénieurs savent gérer ce type de structure. Le cube, lui, s'apparente à un bloc creux gigantesque avec un vaste espace central et des quartiers entiers empilés autour. Il doit demeurer stable, soutenir les murs extérieurs ainsi que la tour centrale et le dôme, tout en évitant que l'intérieur ne devienne un labyrinthe étouffant. Puis survient le problème des habitants. Lors d'une journée d'affluence, des foules circulent en permanence et, en cas d'urgence, il faut pouvoir les évacuer rapidement. C'est déjà un défi dans un centre commercial classique, et plus encore dans une mini-ville empilée. Bien que le cube ait l'apparence d'un édifice venu d'une autre planète, le concept n'est pas inédit. D'autres projets ont cherché à concentrer un maximum de fonctions dans un seul bâtiment. À Chengdu, en Chine, le New Century Global Center donne déjà l'impression d'un rêve pour les introvertis. Sa taille permet de ressentir une véritable mini-ville sous un même toit. On peut se réveiller dans un hôtel, parcourir des rues intérieures et se détendre sur une plage de sable sous un soleil artificiel, sans jamais apercevoir le ciel réel à l'extérieur. Juste à l'extérieur de Berlin se trouve un immense ancien hangar à dirigeables, aujourd'hui transformé en Tropical Islands Resort. Il est assez vaste pour contenir la Statue de la Liberté. Alors que la campagne alentour peut être recouverte de neige, les visiteurs profitent à l'intérieur d'une eau chaude, déambulent parmi des palmiers et évoluent sous un ciel d'été artificiel. L'Arabie Saoudite n'en est pas à son premier coup d'essai. Neom, par exemple, imagine The Line, une ville rectiligne et réfléchissante, s'étendant sur des kilomètres dans le désert, même après des réductions récentes de son ampleur. La même ambition sous-tend la construction de stades colossaux et même d'une station de ski ouverte toute l'année dans les montagnes du pays désertique. Cette démarche n'est pas dénuée d'intérêt, car même si ces méga-projets ne parviennent pas toujours à leur fin, ils repoussent les limites de ce qu'une ville peut devenir. Il y a des milliers d'années, les pyramides nous fascinaient par leur audace. Aujourd'hui, la technologie nous permet de tenter quelque chose d'aussi singulier, mais sous la forme d'un cube lumineux au cœur du désert. Le cube constitue une expérience visant à tester jusqu'où il est possible de conjuguer ingénierie et imagination. Quelles que soient l'accord les conclusions, il est certain qu'il nous offrira des images fascinantes. L'Arabie Saoudite arrive peu à peu à court d'eau. Il n'existe ni rivière, ni lac permanent. La pluie se manifeste à peine. Le soleil brûlant évapore chaque année des milliards de litres avant qu'il ne puisse être utilisé. Les ingénieurs ont toutefois trouvé une solution. Construire une rivière invisible sous le sable. Un réseau souterrain colossal, s'étendant sur plus de 11 200 km, traversant montagnes et dunes, et circulant dans l'obscurité totale pour maintenir le pays en vie.
Si l'on plaçait une piscine olympique à ciel ouvert au milieu des dunes d'Arabie, l'évaporation seule en emporterait 150 000 litres par semaine. En 4 mois, il ne resterait que de la poussière. Imaginez cette perte pour un réservoir de plusieurs kilomètres de long. Dans ce climat, stocker l'eau en surface revient à la livrer au soleil. Les ingénieurs ont donc imaginé de la cacher sous terre, créant ainsi une rivière artificielle. Ni lumière solaire, ni vent n'y pénètrent, et la température y demeure plus stable. Ce n'est certainement pas une rivière au sens strict. Il s'agit d'une infrastructure colossale et scellée. D'énormes tuyaux enterrés en profondeur font office de canaux, avec des pompes qui propulsent l'eau là où la gravité est insuffisante. L'ensemble constitue un système record de quelques 14 200 km de pipeline. Certains tuyaux principaux sont si larges que l'on pourrait y faire circuler un véhicule tout-terrain. Le véritable défi réside dans le transport quotidien de 900 millions de litres d'eau dans la direction souhaitée. Cela nécessite des stations de pompage d'une puissance comparable à celle d'une centrale, près de 450 MW pour déplacer l'eau à travers le désert. Tout ce gigantesque réseau de pipelines souterrains est relié au plus vaste système de stockage d'eau potable sur Terre. Près de 9 millions de litres sont conservés dans d'immenses réservoirs disséminés à travers le pays. Cela représente l'équivalent de 3600 piscines olympiques, capables d'alimenter plusieurs villes pendant quelques jours, en cas de défaillance. Mais d'où provient cette eau? Le pays demeure l'un des plus arides du globe. Pour que ce système fonctionne, il faut un flux considérable d'eau. L'Arabie Saoudite ne peut puiser dans des rivières, car il n'y en existe aucune. Au lieu d'attendre des pluies incertaines, la source doit provenir d'un lieu inépuisable, jusqu'aux côtes. D'un côté, la mer Rouge, de l'autre, le golfe Persique. Mais cette eau est salée, on ne peut la consommer telle qu'elle. Le sel surcharge les reins et votre organisme doit utiliser de l'eau supplémentaire pour l'éliminer, vous laissant potentiellement encore plus déshydraté. C'est pourquoi toute eau marine doit passer par des usines de dessalement, où le sel est retiré et l'eau rendue potable. Cependant, le problème réside dans le coût. Le dessalement est onéreux et très énergivore. Actuellement, l'Arabie Saoudite brûle d'énormes quantités de pétrole, rien que pour faire fonctionner ses usines. Pour pallier cela, les ingénieurs se tournent vers ce qui provoque initialement l'évaporation de l'eau, le soleil. Un des projets envisagés consiste en une immense sphère de dessalement solaire sur la côte, scellée hermétiquement comme une serre de science-fiction. Autour d'elle, un champ de miroir suit le soleil et concentre sa lumière sur le dôme pour le chauffer. Le soleil devient le brûleur, le dôme la bouilloire. L'eau de mer y pénètre, la vapeur en sort, puis est refroidie pour redevenir de l'eau douce. Si le procédé fonctionne comme prévu, il transformera la région. Actuellement, produire de l'eau potable exige de brûler du combustible pour alimenter le processus. Recourir à l'énergie solaire supprime cette dépendance. Le soleil travaille gratuitement chaque jour, réduisant ainsi les ressources consommées et rendant l'eau moins coûteuse. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, même si la technologie est disponible. Ces miroirs doivent rester parfaitement propres pour fonctionner, et l'Arabie Saoudite est un lieu où sable et poussière sont omniprésents. Les tempêtes de sable sont fréquentes et peuvent endommager l'équipement. Comment donc maintenir le verre propre quand l'air lui-même est semblable à du papier de verre? Il serait inconcevable de gaspiller de l'eau à les laver en permanence. La solution pourrait consister en une véritable armée de robots. Des machines autonomes glissent sur les miroirs, employant l'électricité statique et des brosses en microfibre pour éliminer la poussière pendant que tous dorment. Au lever du soleil, tout est de nouveau étincelant. L'Arabie Saoudite emploie déjà des systèmes similaires dans de vastes parcs solaires comme à Sakaka. Cette centrale est sans doute l'une des plus impressionnantes au monde, ressemblant à une mer de verre au cœur du désert. Elle comprend plus d'1 200 000 panneaux couvrant une surface équivalente à plus de 1000 terrains de football. Tous ces panneaux sont dépoussiérés en continu. Cependant, même avec toute cette technologie, demeure un grand « oui, mais ». Et si les pompes tombaient en panne? Et si les tuyaux étaient endommagés? Les ingénieurs se sont interrogés. Si nous ne pouvons attendre la pluie, alors pourquoi ne pas la provoquer? C'est ainsi qu'est née l'idée de l'ensemencement des nuages.
Les nuages sont essentiellement d'immenses collections flottantes, de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Parfois, ces gouttelettes sont trop petites et légères pour tomber, et elles restent en suspension. Les ingénieurs saoudiens ont trouvé un moyen de les inciter à descendre. Des avions sont envoyés haut dans le ciel, directement dans les nuages. Puis des fusées éclairantes spéciales sont tirées depuis leurs moteurs. Ces fusées libèrent de minuscules particules, le plus souvent de l'iodure d'argent, qui attirent l'humidité comme des aimants. Elles rassemblent les gouttelettes jusqu'à ce qu'elles deviennent assez lourdes pour tomber. C'est une manière de pousser le nuage. L'eau n'est pas créée ex nihilo, mais l'eau déjà présente est encouragée à se déverser. L'Arabie saoudite pratique activement cette méthode depuis des années, avec, rien qu'en 2024, des centaines de missions d'ensemencement. Elle joue littéralement avec le climat pour obtenir l'eau nécessaire. Mais ce n'est pas l'idée la plus extravagante. Il y a quelques décennies, un prince saoudien envisageait l'impensable. Remorquer un iceberg depuis l'Antarctique. Il s'agissait d'envelopper une véritable montagne de glace dans une isolation spéciale et de la tirer sur des milliers de kilomètres à travers l'océan grâce à des super remorqueurs. L'objectif était de la stationner au large des côtes saoudiennes et de la faire fondre pour obtenir de l'eau douce. Des études scientifiques sérieuses ont même été financées pour en évaluer la faisabilité. Traîner un gigantesque glaçon à travers l'équateur brûlant s'est révélé irréalisable. L'iceberg fondrait bien avant son arrivée et le projet a été abandonné. Dommage, car ça aurait donné un excellent film. Obtenir l'eau n'est que le début. La quête finale ne concerne pas seulement l'eau, il s'agit de terraformation. L'Arabie saoudite a lancé un projet monumental baptisé Green Initiative. L'objectif semble presque inimaginable, planter 10 milliards d'arbres. Ils souhaitent transformer les sables jaunes du désert en verdure. Et cette rivière invisible mentionnée plus tôt constitue la colonne vertébrale de l'ensemble du plan. Ils n'utilisent non pas de précieuse eau douce pour cela. L'eau grise, déjà utilisée dans les villes, est traitée, recyclée et pompée dans le désert pour alimenter ces nouvelles forêts, au lieu d'être déversée. Si le projet réussit, il créera un immense cycle de refroidissement. Plus d'arbres signifie un sol plus frais, favorisant la rétention d'humidité et pouvant même ramener la pluie naturelle. L'objectif est de concevoir leur propre climat. Le coût de l'ensemble de ces projets est astronomique. Mais lorsque l'on combine un budget colossal avec la crainte réelle de manquer d'eau, les résultats prennent des allures de science-fiction. L'Arabie saoudite s'est transformée en vaste terrain d'expérimentation, testant des solutions dont le reste du monde pourrait avoir besoin plus tôt que prévu. On croirait à un scénario de film. Un pays assis sur des océans d'or noir, s'efforçant de verdir ses déserts avant que le monde ne se désintéresse totalement du pétrole. L'Arabie saoudite ambitionne d'accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en plein désert. Fini l'escalade de montagnes glacées avec un équipement plus lourd que vous. Plus de vallées couvertes de glace. Seuls demeurent les chameaux, l'étendue infinie du sable, et un soleil capable de cuire un œuf si vous le posez sur votre capot. Penchons-nous sur une idée aussi inattendue qu'audacieuse. Ériger un site de ski futuriste, dans un lieu où la neige est une rareté. Les pays désertiques ont déjà tenté des initiatives comparables. Dubaï avait construit sa piste de ski à l'intérieur d'un centre commercial il y a près de 20 ans. Vous pouviez y acheter des baskets, prendre un encas, puis skier sans jamais mettre un pied dehors. À l'époque, cela stupéfiait le public, mais à côté du projet Trojena, cela paraît dérisoire. Il ne s'agit pas d'une attraction secondaire en intérieur, c'est l'élément central d'un plan à environ 500 milliards de dollars, visant à créer une zone hivernale au cœur d'une région désertique, au milieu des montagnes. Trojena se situe dans le coin nord-ouest de l'Arabie saoudite, dans une région montagneuse, aux arêtes tranchantes, séparée par de vastes étendues désertiques. Elle constitue un volet d'une stratégie bien plus vaste, baptisée Neom, visant à ériger de nouvelles villes et stations balnéaires dans l'ensemble de cette région. Cette zone s'inscrit dans une ceinture désertique traversant la péninsule arabique, où les villes sont distantes et où l'on ne distingue essentiellement que rochers, sable et ciel bleu. Le climat ici se révèle particulièrement rude. Les journées estivales dépassent les 37 degrés, et à midi, la chaleur vous assaille de toutes parts, comme si vous étiez en train de cuire. Laisser tout objet métallique exposé au soleil est une très mauvaise idée. L'hiver apporte un certain répit, surtout sur les sommets les plus élevés.
Les nuits y sont fraîches, et il arrive parfois que ces cimes se couvrent d'une mince pellicule de neige. L'effet est agréable à l'œil, mais il est éphémère. La neige fond en 1 ou 2 jours, avant même que vous n'ayez pu la photographier, sans parler d'y skier. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'embêter à ce point pour une station de ski. Voici le plus amusant. Il ne s'agit pas simplement d'une station. Le projet prévoit la construction d'une véritable cité hivernale, comprenant des pistes de ski, des hôtels, des téléphériques, des zones résidentielles, des terrains de golf et même une tour cristalline, prévue pour atteindre approximativement la hauteur de la tour Eiffel. Trojena s'étendra sur quelques 60 km², avec environ 30 km de pistes serpentant au cœur des montagnes. L'objectif est de faire de Trojena une attraction exceptionnelle, digne de figurer sur la liste des lieux incontournables à visiter. Vous skiez le matin, randonnez l'après-midi et profitez de la journée au bord d'un immense lac artificiel. Ce lac est amené à constituer le point central du complexe, retenu par 3 barrages monumentaux. Ériger une telle structure sur le sol rocheux du désert représente un défi considérable. Le sol peut se déplacer et se fissurer, de sorte que tout doit être scellé et renforcé avant que le lac ne puisse exister. Mais même si l'ensemble du complexe est construit, un détail crucial demeure. Cet endroit ne reçoit jamais assez de neige naturelle pour que tout fonctionne, pas même de loin. C'est pourquoi le projet doit s'appuyer entièrement sur des machines ou des technologies avancées pour générer la majeure partie de la neige. Les canons à neige projettent de l'eau froide dans l'air, qui se transforme en minuscules cristaux recouvrant les pistes. La méthode est efficace, mais le soleil de cette région réchauffe rapidement le sol, de sorte que la neige peut ramollir ou fondre à moins d'être régulièrement renouvelée. Ces machines requièrent également un volume d'eau considérable. Étant donné l'absence de lacs ou de rivières naturelles, Neom prévoit d'acheminer de l'eau dessalée depuis la mer Rouge, puis de la distribuer à travers des tuyaux et des systèmes de stockage dans toutes les zones, y compris montagneuses. Cela implique de longues canalisations, de puissantes pompes et une alimentation électrique constante afin d'éviter toute interruption lorsque la chaleur augmente. Et même avec tout cela, l'air doit rester suffisamment frais pour permettre la formation de la neige. Si la température est trop élevée, les machines peuvent pulvériser autant qu'elles le souhaitent, mais la neige ne tiendra pas. Les ingénieurs doivent donc analyser les pentes pour identifier les secteurs qui conservent la fraîcheur et ceux qui chauffent trop vite. L'ensemble nécessite une quantité d'électricité considérable, que Trojena doit puiser dans le système d'énergie renouvelable de Neom, combinant solaire, éolien et stockage. L'énergie solaire paraît idéale, car cette région bénéficie presque tous les jours de soleil, mais un obstacle subsiste. Les panneaux appréciant la lumière, non la chaleur extrême. Lorsqu'ils surchauffent, leur production diminue, précisément au moment où les machines à neige nécessitent une énergie accrue. Ainsi, le même soleil qui rend cet endroit propice au photovoltaïque peut paradoxalement ralentir les panneaux, au pire moment possible. Tout cela expose le principe général, mais synchroniser l'ensemble par une chaleur imprévisible contraint les ingénieurs à redoubler d'efforts. Et ce défi commence par le sol même sur lequel ils bâtissent. Un terrain où une roche instable peut retarder l'avancement ou les forcer à revoir leurs plans. S'ajoute la question de l'éloignement. Le site se trouve à bonne distance des grandes villes, si bien que l'acheminement des matériaux vers Trojena implique de faire traverser à de lourds équipements des kilomètres de désert. Même avec de meilleures routes, cela peut encore freiner le rythme. Un projet d'une telle ampleur requiert une main-d'œuvre considérable, des machines spécialisées et des systèmes de refroidissement, ainsi que des contrôles permanents pour maintenir l'ensemble en état. Même avec un budget colossal, les imprévus peuvent s'accumuler, et des ralentissements ont déjà été observés dans d'autres parties de Neom. Trojena pourrait donc rencontrer les mêmes obstacles. Rien de tout cela ne signifie que le projet soit voué à l'échec. Cela montre seulement à quel point il est complexe d'ériger une entreprise de cette taille dans un lieu qui n'est pas naturellement destiné à ce que l'on cherche à y créer. Lorsque vous rassemblez toutes ces pièces, il devient évident que Trojena puisse compter parmi les projets les plus ambitieux jamais proposés. Mais que dire de ces autres prodiges d'ingénierie qui paraissaient au départ impossibles? Le barrage des Trois Gorges, en Chine, fait partie de ces ouvrages qui vous obligent à marquer une pause d'étonnement. Il s'étend sur plus de 2300 mètres à travers le fleuve Yangtze et s'élève plus haut que la Statue de la Liberté. Pour le rendre opérationnel, les ingénieurs ont déplacé plus d'1 million de personnes et englouti des vallées entières. Lorsqu'il est enfin entré en service,
Il est devenu la plus grande source d'énergie hydroélectrique au monde, alimentant des millions de foyers et contribuant à protéger les villes situées en aval contre des crues dangereuses. Un autre exemple est le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Il compte parmi les plus vastes traversées maritimes jamais réalisées et demeure le plus long pont maritime au monde, s'étendant sur près de 56 km et reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao. Pour l'ériger, les ingénieurs ont dû composer avec des eaux profondes, un trafic maritime dense, des tempêtes et de puissants courants. Ils ont enfoncé d'énormes pieux dans le plancher océanique, construit des îles artificielles et ajouté un tunnel sous-marin afin de laisser passer les navires. L'objectif était de permettre aux voitures et aux bus de franchir la mer en un seul trajet, plutôt que d'emprunter des ferries. Lorsque le Qatar a accueilli la Coupe du Monde, il a dû résoudre un grave problème de chaleur. Le climat estival y rend déjà difficile le seul fait de rester dehors, sans parler de jouer au football. Pour protéger joueurs et spectateurs, les ingénieurs ont installé un système de refroidissement sous les sièges, dans les murs et autour du terrain, diffusant de l'air froid sur la pelouse et abaissant la température dans tout le stade. Refroidir un espace ouvert aussi vaste est bien plus complexe que climatiser un bâtiment ordinaire, mais ils ont néanmoins réussi à transformer cet immense volume d'air brûlant en quelque chose qui s'approchait d'une arène climatisée. Tous ces grands projets menés à bien montrent que Trojena ne doit pas encore être écarté. Plusieurs atouts jouent en sa faveur. Un budget colossal, le soutien total des autorités et la construction de NEOM pour l'appuyer en route, en énergie et en main-d'œuvre. Reste à savoir s'ils termineront à temps pour les Jeux d'hiver. Mais s'ils y parviennent, Trojena pourrait bien devenir l'un des sites touristiques les plus en vue de la planète. Que savez-vous de l'Arabie Saoudite? Voici un fait intéressant. L'Arabie Saoudite est en réalité plus grande que le Mexique. Et pourtant, 85% de sa population totale vit dans ces deux régions. Cela représente environ 20% de la superficie totale du pays. On espère que cela vous a intrigué, car les choses vont devenir encore plus intéressantes. Bien. L'Arabie Saoudite se situe aux confins de l'Asie du Sud-Ouest, sur ce morceau de terre entre l'Afrique et l'Asie que l'on appelle la péninsule arabique. Vous trouverez le pays rapidement sur la carte car c'est le plus grand de la région. À vrai dire, l'Arabie Saoudite est en réalité le 13e plus grand pays au monde en termes de superficie. Elle est à peu près de la même taille que le Groenland. Attendez, quoi? Mais ils n'ont pas du tout l'air de faire la même taille. Eh bien, souvenez-vous que la map monde n'est qu'une projection du globe. L'échelle des projections sur différentes latitudes n'est donc pas la même. Plus près de l'équateur, elle semble plus petite. Plus près des pôles, l'échelle devient plus grande. Ainsi, cette carte plate déforme pas mal de choses, et vous ne devriez donc pas trop vous fier à ce que vous y voyez. Regardons le globe et trouvons ces pays. Voici le Groenland, et voici l'Arabie Saoudite. Maintenant, ils semblent presque de la même taille. La péninsule arabique est une région désertique, et la majeure partie de cette zone est donc un véritable désert. Et puisque l'Arabie Saoudite occupe la majeure partie de la péninsule, elle compte logiquement beaucoup de régions arides. 95% du territoire national est un désert ou un semi-désert. Rub al-Khali, la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde, se trouve dans le pays. Par ininterrompu, on veut dire qu'il n'y a là-bas que des sables éternels. Et il est vraiment immense. Il est plus grand que les Pays-Bas, la Belgique et la France combinées. Et ces dunes de sable peuvent atteindre la hauteur d'un immeuble de 60 étages. Pourtant, il fait vraiment chaud et humide là-bas, et il n'y a pratiquement pas de source d'eau naturelle. Il y a bien sûr des mers autour du pays, mais il s'agit d'eau de mer. L'Arabie Saoudite doit donc désaliniser celle-ci avant qu'elle ne puisse être consommée. Le pays importe des tonnes d'eau depuis l'étranger, mais un litre d'eau y coûte encore plus cher qu'un litre d'essence. Alors, si vous y partez en voyage, faites préalablement le plein d'eau, l'élément essentiel à la vie. Vous ne devinerez jamais ce que le pays importe d'ailleurs. Du sable. Et oui, quoiqu'étant un désert et ayant du sable en abondance, l'Arabie Saoudite doit quand même en acheter en Australie pour la construction et la production de verre. Il s'avère que le sable de ce désert est instable et ne convient pas à ce type d'activité. D'un autre côté, le pays a quelque chose de précieux, le pétrole.
Au commencement, l'Arabie Saoudite n'était qu'un territoire désertique. Puis, en 1938, du pétrole y a été découvert. Et tout a changé. Aujourd'hui, elle possède plus de pétrole que tout autre pays et est le plus grand exportateur de pétrole brut et de carburant dans le monde. Pourtant, on peut imaginer que les conditions météorologiques et climatiques difficiles qui y règnent ont poussé les gens à choisir judicieusement les lieux où ils se sont installés. La raison pour laquelle la majorité de la population vit dans une zone aussi restreinte et que tout le reste n'est qu'un grand désert suffocant et dépourvu d'eau. Voici les 7 plus grandes villes du pays. Dammam se situe ici, sur la côte du golfe Persique. Cette ville abrite le plus grand aéroport du monde. L'aéroport international du roi Fahd. Il est 5 fois plus grand que le second plus grand aéroport du monde. Dirigeons-nous vers l'ouest. Riyad, la capitale du pays, mais aussi la ville la plus peuplée. Le mot « Riyad » signifie « jardin », ce qui reflète probablement l'image de la ville au moment de sa fondation, une oasis au beau milieu du désert. Aujourd'hui, c'est une immense mégapole bardée de gratte-ciel, et elle est devenue si haute et si vaste en moins d'un seul siècle. Maintenant, déplaçons-nous vers le sud-ouest et parcourons l'autre zone la plus densément peuplée. La route de Riyad à Abha se trouve juste à l'ouest du Rub al-Khali, alias le quart vide, cet immense désert ininterrompu dont nous avons parlé plus tôt. Cette région n'est pas habitée et n'a même pas été entièrement explorée. Pourtant, sous ces sables, gisant de grandes réserves de pétrole. Ainsi, peut-être qu'un jour, même ce désert n'aura plus de mystère. Nous voici maintenant à Abha. Ce nom signifie « parfum » et c'est une véritable oasis en plein désert. Elle est verdoyante, on y trouve beaucoup de fleurs et les paysages sont à couper le souffle. C'est la cité des arts, de la culture et du café. La ville organise chaque année une fête estivale et est réputée pour sa cuisine unique et ses arts folkloriques traditionnels. Danse, peinture, poterie et sculpture sur bois. Si Riyad est tout entière tournée vers les affaires, Abha, quant à elle, est synonyme de culture. Dirigeons-nous maintenant vers le nord, le long du littoral de la mer Rouge. Nous voyons alors 3 villes construites côte à côte, Taïf, la Mecque et Djeddah. Djeddah est la 2e ville la plus peuplée du pays et, si ce n'était déjà fait, elle entrera bientôt dans l'histoire. La tour de Djeddah est actuellement en construction là-bas. Cette tour est censée atteindre une hauteur record de 1000 mètres. Cela fera de la tour le plus haut bâtiment du monde, surpassant le Burj Khalifa. Sa construction a commencé en 2013, puis a été mise en pause pendant 5 ans. Ce n'est qu'en 2023 que la construction a repris. Djeddah possède également la plus haute fontaine du monde, la fontaine du roi Fahd. Elle propulse de l'eau à une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 20 étages. Vous vous souvenez que le pays a des problèmes d'eau douce? Alors, bien sûr, on n'utilise pas ce précieux liquide. À la place, la fontaine puise son eau dans la mer Rouge, ce qui signifie que l'eau qui y est pompée est salée. La Mecque est la ville la plus sainte du pays. Elle abrite la plus grande mosquée du monde et de nombreux autres sites sacrés. Au cours des célébrations religieuses, le nombre de personnes dans la ville fait plus que doubler. La route qui mène de la Mecque à notre prochaine destination, Taïf, est captivante en soi. Elle traverse des chaînes de montagnes et des vallées profondes, des marchés aux fruits et des roseraies. Taïf est une ville montagneuse, généralement enveloppée dans les nuages. Ils donnent à la ville une ombre très recherchée, ainsi qu'une certaine fraîcheur. Vous pouvez donc imaginer que c'est une destination touristique très populaire, surtout en été, car c'est l'un des rares endroits du pays où la météo est tolérable. Taïf est officieusement surnommée la capitale d'été de l'Arabie Saoudite. On l'appelle également la Cité des Roses, car environ 300 millions de roses y sont cultivées chaque année. Une fois récoltées, elles sont utilisées pour produire l'huile de rose la plus coûteuse au monde. Nous avons encore quelques grandes villes sur la liste, et nous continuons à monter vers le nord. La prochaine étape est Médine. C'est une autre ville sainte avec une riche histoire, et elle abrite la seconde plus grande mosquée du monde. Tous les visiteurs ne pourront pas en admirer la vieille ville, car les non-musulmans n'y sont pas autorisés. Sa périphérie est également digne d'intérêt.
Médine est un centre agricole et est principalement connu pour ses palmiers dattiers. On y trouve environ 300 variétés. Attrapons-en quelques-unes et repartons vers le nord-ouest, vers la dernière ville de notre circuit, à savoir Tabuk. C'est une cité ancienne, vieille de plusieurs millénaires. C'est pourquoi on peut y trouver d'anciens pétroglyphes à divers endroits. Mais ce n'est pas la seule chose que la ville ait à offrir. En réalité, Tabuk ne manque de rien. Des monuments anciens, de magnifiques paysages rocheux, de belles plages sur la mer Rouge, de nombreux festivals avec une cuisine raffinée, sans oublier la musique traditionnelle saoudienne. Mieux encore, la région est fertile, et elle est idéale à la culture des plantes. À Tabuk, on cultive des agrumes, des dattes et des olives. Juste quelques mots sur ces monuments. On y trouve le site des ruines nabatéennes, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la forteresse de Tabuk est l'un des plus anciens châteaux au monde. Vous pouvez également visiter le désert de Isma. C'est un véritable musée de formations rocheuses rares qui sont apparues naturellement au fil des siècles. Je ne sais pas pour vous, mais visiter l'Arabie Saoudite figure maintenant sur ma liste. Et vous, quel pays aimeriez-vous visiter? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La visite est terminée, mais on a encore quelques anecdotes pour vous. L'animal national de l'Arabie Saoudite est le dromadaire. Il s'avère que les dromadaires sont originaires de la péninsule arabique, et il existe des preuves que les dromadaires et les hommes étaient vécus côte à côte pendant des siècles. Les Saoudiens aiment et respectent ces animaux, et sur les petites routes, ils sont encore utilisés comme moyen de transport. Il existe même des concours de beauté pour les dromadaires, et les passionnés vous diront qu'une belle bête se remarque immédiatement. Et voilà, c'était tout pour l'Arabie Saoudite. À la prochaine fois.